La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Rachad Antonius, professeur titulaire retraité du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, auteur et conférencier. Bienvenue à cette rencontre. Rachad Antonius, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce tête-à-tête. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir. L'honneur est à moi, M. Aubin. Alors, partageons le plaisir pendant les 30 prochaines minutes. Rachad Antonius, en 1969, dans un contexte difficile, vous quittez l'Égypte et déposez vos valises au Québec. Vous serez beaucoup plus tard au CRIEC, c'est-à-dire le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, Ouais. et vous en serez même le directeur adjoint. Est-ce que vous avez observé une progression, je veux dire, une amélioration dans la qualité de l'accueil qu'on offre aux immigrants entre le moment où vous êtes arrivé au Canada et le moment où vous êtes directeur adjoint ou aujourd'hui? Est-ce qu'on progresse dans notre façon, dans notre accueil? Je dirais non. Mais je dirais aussi que d'abord, je suis arrivé en pensant arriver au Canada, mais j'arrivais au Québec. et beaucoup d'immigrants qui viennent au Québec de l'extérieur, avant de venir, ne réalisent pas c'est quoi la différence entre arriver au Canada et arriver au Québec. Alors moi, l'accueil était très bon, mais pour une raison, c'est pas une question de volonté. Les conditions économiques et politiques d'accueil étaient différentes. Quand je suis arrivé au début des années 70, l'UQAM venait d'être construite. Le Québec avait entamé sa révolution tranquille, mais elle n'avait pas encore produit tous les résultats, ce qui fait que les immigrants arrivaient avec des diplômes des fois, et le revenu moyen des immigrants était supérieur à celui des Québécois de souche au début des années 70. Parce qu'ils arrivaient beaucoup en étant des professionnels, des médecins, ce n'était pas mon cas, mais des médecins, des ingénieurs, et puis, bon, ils avaient des jobs très vite. À l'époque, quand on arrivait, si au bout de 2 semaines, on n'avait pas une job, on commençait à déprimer. Et puis, quand je dis 2 semaines, je parle beaucoup de mes amis, mettons, qui étaient de mon âge à l'époque. Quand on est arrivé, ils venaient pour émigrer, mais aussi voulaient faire des études, continuer des études. Bien, première chose qu'ils allaient trouver un job au salaire minimum, comme vendeur ou comme quoi que ce soit. Puis en 2 semaines, on avait un job. Donc, les conditions ont changé. Ce qui a changé, c'est que, d'une part, à l'époque, les conditions économiques permettaient aux gens de travailler plus facilement. Deuxièmement, le Québec était encore très ouvert à l'immigration. Aujourd'hui, c'est pas qu'il est moins ouvert, c'est que on a la qualité, la quantité, la qualité, je voulais dire, les caractéristiques et la quantité des immigrants ont changé. Il y a eu une méfiance qui s'est développée et qui affecte négativement l'accueil. Il y a une autre migration chez vous qui m'a étonné, qui a suscité ma curiosité, parce que je connaissais votre implication à l'université, mais j'ai appris qu'après des études en mathématiques au Caire, vous obtenez une maîtrise en mathématiques à l'Université du Manitoba. Oui. Alors, comment se fait le passage entre les mathématiques et la sociologie qui ne m'apparaissent pas être des voisins naturels? Non. En fait, j'ai continué à enseigner les mathématiques jusqu'en 2003. Jusqu'en 2003. Et pendant que j'enseignais les mathématiques au cégep, 29 ans, de 1974 à 2003, j'ai fait un doctorat en sociologie. Mais c'était quoi l'appel pour aller vers la sociologie? L'appel, ça a été que la question de la Palestine, justement, celle qui a fait mon dernier livre, D'accord. parce que beaucoup de mes professeurs de mathématiques sympathisaient avec les positions israéliennes et me posaient des questions. Mais vous, les Arabes, pourquoi vous faites ceci? Pourquoi Nasser a fait cela? Et pourquoi les Palestiniens font ceci? Et je n'avais pas de réponse, parce que quand je suis venu, je n'étais pas politisé d'aucune façon. Alors j'ai été interpellé à chercher des réponses.
Et en cherchant des réponses, j'ai trouvé que c'était plus intéressant de travailler sur des questions sociales qui m'intéressaient déjà depuis avant. C'est-à-dire avant même que j'entame des études de mathématiques, j'étais préoccupé par des questions sociales, mais sans grande expertise ni politisation. J'avais le cœur du bon côté, puis c'est tout. Et donc, j'essayais de comprendre pourquoi les sociétés arabes étaient dans l'état de sous-développement dans lequel elles étaient et pourquoi elles n'arrivaient pas collectivement à résoudre le problème palestinien qui se posait depuis des années. Et j'ai commencé à lire et j'ai rencontré Bon, j'ai essayé, j'ai dit, bon, j'ai été du côté de la psychologie, j'ai pris des cours de psycho, d'anthropo, de linguistique. Et puis, j'ai rencontré un collègue tunisien qui était beaucoup plus âgé que moi, qui a joué une sorte de rôle de gourou intellectuel. On était plusieurs étudiants à l'Université de Montréal en mathématiques, en génie et tout ça, avec qui on avait commencé des discussions justement sur les blocages du monde arabe. Et ce prof, qui était un professeur de sociologie senior agrégé, nous a guidés dans notre réflexion. Puis à un moment donné, j'en avais tellement lu que j'ai dit, puisque ça m'intéresse plus, pourquoi ne pas aller vers une carrière où je vais faire ce qui m'intéresse plus? Et donc, j'ai décidé de commencer des études en sociologie. J'ai fait une thèse sur les rapports de pouvoir dans la société égyptienne, dans la société rurale, entre les paysans. Comment ils se partagent l'eau, comment l'État règle les questions de l'eau. C'était ça ma thèse. Et tout en faisant cela, je continuais à enseigner les mathématiques. C'était mon gagne-pain. Et j'aimais beaucoup les mathématiques et je les aime toujours. Les mathématiques, c'est une sorte de passion. Mais à un moment donné, voilà, j'ai été intéressé par ces aspects-là. J'ai beaucoup appris en m'impliquant dans les organismes de solidarité au Québec. Le SUCO, Service universitaire canadien Outre-mer, qui était très connu, très à la mode il y a quelques décennies. Le CECI, qui existe encore et dont j'ai vu quelques annonces ici. Et donc, j'ai beaucoup évolué à l'intérieur d'associations québécoises de solidarité. Dans votre désir de répondre aux questions qui vous étaient posées en vous dirigeant vers la sociologie, je dirais, moi, c'est là que votre nom est apparu sur mon radar pour les premières fois parce que vous avez été appelé comme témoin expert à participer à une flopée de comités, voire de commissions parlementaires où on vient chercher votre avis sur des questions. Quand vous participez à ce genre de commission, avez-vous vraiment l'impression de faire avancer le dossier ou de répondre à un agenda politique? Oui, non, des fois j'ai l'impression, peut-être naïve, peut-être trop optimiste, de faire avancer les dossiers parce que je crois beaucoup au rôle de la société civile dans l'évolution des sociétés. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les gouvernements qui décident pour nous. Les gouvernements reflètent un état de la société, mais les gouvernements travaillent avec des contraintes. Ce n'est pas eux qui pensent des solutions originales, ça doit venir d'en bas. Et je crois beaucoup à ce rôle-là. Et en fait, quand j'ai fini ma thèse qui était portée sur le Proche-Orient, je voyais qu'au Québec, il n'y avait pas de place pour des sociologues ou anthropologues spécialistes du Proche-Orient. À l'époque, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Et donc, j'ai commencé à déplacer un peu mon intérêt pour parler de questions de discrimination, d'intégration, l'histoire des communautés arabes, les représentations stéréotypées dans les médias. Et donc, mon sujet a encore changé à l'intérieur de la sociologie, d'un intérêt pour les sociétés arabes envers un intérêt pour l'immigration au Québec. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette situation, à la situation du Québec. Et il y a une chose qui m'a beaucoup aidé. Moi, je me suis intégré au Québec grâce à la chanson québécoise. C'est à travers les chansonniers du Québec que durant toutes les années 70, j'ai compris beaucoup d'enjeux sociaux, culturels, politiques qui faisaient vibrer les Québécois. Et c'est ça qui m'a fait vibrer à moi aussi. Et donc, c'est vraiment, je le dis, c'est vraiment la chanson québécoise par laquelle j'ai compris un certain nombre de questions. Et c'est ça qui m'a amené dans mon travail sur l'immigration, la discrimination, à adopter une attitude qui vise à briser les polarisations
et à chercher les nuances. C'est pour ça que le titre de votre émission m'interpelle. Parce qu'il n'y a pas des bons et des mauvais d'un côté. Il y a dans tous les conflits politiques, il y a des gens qui se sentent menacés et qui, en se sentant menacés, veulent se défendre et en voulant se défendre, font des choses qui peuvent faire mal à l'autre. Et une des façons de briser les polarisations, c'est de comprendre quelle est la logique, quelles sont les craintes, les peurs existentielles des autres. Et c'est ça qui a guidé une partie de mes réflexions. Donc, si les Québécois de souche comprennent un peu plus qu'est-ce qui fait craindre l'avenir aux immigrants, ben, ça permettrait une ouverture plus grande. Et c'est ça qui se passe dans la société civile. Il y a une énorme ouverture. Mais là où il y a un travail aussi à faire, c'est d'expliquer aux immigrants qui pensent arriver au Canada puis qui se retrouvent au Québec, ben, c'est quoi les craintes de la société québécoise, c'est quoi son histoire, pourquoi elle sent le besoin de légiférer sur la laïcité. Et il y a beaucoup de travail d'explication à faire de part et d'autre. À l'évidence, la retraite chez vous ne signifie pas le repos. Vous êtes plus actif que jamais, entre autres au niveau de l'écriture. On parlait immigration il y a quelques minutes à peine. Vous avez écrit Immigration, diversité et sécurité, Islam et islamisme en Occident, Identité, race, liberté d'expression, perspective. Bref, vous avez la plume agile ou en tout cas les neurones qui ne cessent de travailler. Est-ce que c'est plus facile pour l'auteur que pour le professeur universitaire? Est-ce qu'on peut aller plus loin comme auteur dans les propos qu'on veut tenir? Non, moi je pense que non. C'est-à-dire ce que je dis comme dans ce que j'écris correspond à ce que j'enseigne, avec une petite nuance. Ayant un background de mathématiques, j'ai été recruté pour enseigner les méthodes quantitatives, les méthodes statistiques appliquées aux sciences sociales. Donc une bonne partie de mes cours consistait à enseigner les méthodes statistiques pour les sciences sociales. J'ai écrit 3 bouquins là-dessus. Mais l'autre partie de mes cours portait sur l'immigration, l'ethnicité, le Proche-Orient. Et ce que je dis dans mes cours, ce que je dis dans le livre correspond beaucoup. Dans les livres, on est plus libre un peu parce que, pas à cause de contraintes politiques ou quoi que ce soit, mais simplement parce que c'est nous qui choisissons le sujet. Alors que dans les cours, on répond à une demande. Il y a un cursus de formation, il faut passer à travers des choses. Donc, ça devient un objectif, pas une contrainte, mais un cadre dans lequel je développe certaines idées, alors que dans les livres, on dit, moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et en fait, j'ai pris ma retraite pour 2 raisons. Un, j'avais largement dépassé l'âge normal de la retraite au moment où je l'ai prise. Tout ça est bien relatif. Oui, mais j'avais quand même dépassé. Et surtout, l'enseignement me passionne, j'adore enseigner. Et je mettais beaucoup de temps dans l'enseignement et donc je n'arrivais pas à écrire autant que je voulais. Donc j'ai arrêté d'enseigner pour pouvoir faire ces livres-là. Le premier des 3 que vous avez mentionné, c'est celui sur identité, race et liberté d'expression, qui est un collectif. On était une vingtaine d'auteurs. Donc comme dans tout collectif, il y a des articles, des chapitres qui sont très bons, d'autres qui sont moins bons. Mais j'essaie justement de briser une polarisation sur tous les débats autour du wokisme. Je dis, attendez, j'aime pas la façon dont les choses se passent. Il y a des luttes sociales qui sont importantes, qui sont justes, qui doivent être faites. Et dans la façon de faire ces luttes, des fois, il y a des gens qui font des surenchères, des exagérations. C'est ça que moi, j'appelle le wokisme. Alors, dans l'enjeu actuel, justement, c'est un enjeu où la nuance est très importante. La droite essaye de réduire les luttes sociales à ces exagérations. Elle dit, regardez, c'est des woke. Et toutes les luttes pour la justice sociale, ils essayent de les discréditer en disant c'est du wokisme. Par réaction, la gauche reprend ce terme. Elle veut valoriser les luttes sociales. Elle dit oui, nous sommes woke parce que ce sont les luttes sociales. Et je pense que la façon dont le débat s'est campé maintenant est contre-productif. Je pense qu'il faut revaloriser la notion de lutte sociale pour la justice, mais être prudent sur les exagérations et se distancer quand il y a des exagérations qui ne sont pas soutenables du point de vue logique, politique, et ainsi de suite.
de la mesure, jusque dans la mesure, disait Mozart. Je Voilà. pense que ça vous rejoint bien. On Tout va à fait. plonger rapidement Et dans... dommage que je ne suis pas musicien, vous l'étiez. Vous avez cité Mozart. Si je devais refaire ma vie, je serais musicien. Voilà. Qui sait? Il y en aura peut-être une autre, mais c'est un tout autre débat. Mais j'aimerais reprendre quand même quelques idées dans les écrits que vous avez faits et vous demander d'élaborer davantage. Entre autres, dans un écrit que vous faites qui s'appelle Islam et islamisme en Occident, que vous avez coécrit avec Ali Belaïdi. Oui. Vous dites, pour tendre à réduire l'islamophobie, ma question c'est comment comprendre l'islam? Est-ce possible de départager ce qui est la religion, la culture, la vision politique, l'identité musulmane, ou c'est un tout qu'il faut apprendre à intégrer comme un tout? Nous sommes des êtres humains et nous sommes la synthèse de toutes les dimensions qui nous constituent. Et l'islam est lui aussi une synthèse de beaucoup de choses. Mais on peut identifier dans les logiques d'action des gens, il y a des logiques qui sont purement religieuses et d'autres logiques qui sont plutôt politiques. Les êtres humains, pour diverses raisons, ont une angoisse existentielle, c'est la mort. Et ils cherchent des réponses au fait qu'on va mourir. Et ils les trouvent dans la spiritualité. Alors, chacun a ses réponses. Moi, c'est pas là que je cherche mes réponses, mais je trouve tout à fait légitime de les chercher là. C'est ça que je considère être la religion. La recherche d'une certaine spiritualité, d'une connexion des êtres humains avec ce qu'il y a de plus profond chez eux, avec ce qu'il y a de plus important dans l'existence, ça, je trouve ça tout à fait légitime. Mais quand on instrumentalise la religion pour réaliser des buts politiques, soit par cynisme, comme c'est le cas pour certains groupes politiques au Proche-Orient, ou pas par cynisme, mais par idéologie, parce qu'on a intériorisé ça, parce que c'est devenu le langage dans lequel on exprime ces luttes, ben, on part sur des routes périlleuses et fausses, ça fausse les débats. Alors, ce livre essayait, en distinguant ce qui relève de l'islam et de l'islamisme, à distinguer, dans les critiques qu'on peut faire de l'islam, ce qui relève de la spiritualité, qui d'après moi est tout à fait légitime, et ce qui relève de la réalisation d'un but politique, de rapport de pouvoir, qui est moins légitime. Et quand on fait cette distinction, on est capable d'être plus critique, mais en étant respectueux, et on est capable de mieux défendre la laïcité. Je pense actuellement, dans la société, dans les élites politiques au Québec, on est mal parti. Parce que, en voulant défendre la laïcité contre l'islamisme, on se trouve à critiquer des choses qui relèvent de la spiritualité et qui ne sont pas les plus importantes dans la lutte qu'on fait pour un espace citoyen. Et donc, oui, ce livre visait effectivement à proposer une autre façon d'aborder ces débats. Je pousserai un peu plus loin le questionnement, parce que dans vos réflexions en sociologie, vous avez posé un regard aussi sur les questions d'accueil et d'intégration des immigrants. Et puis je me disais, depuis le rapport Bouchard-Taylor, entre autres, là, qu'est-ce que vous voyez dans cet exercice-là? Est-ce que vous y voyez une définition de ce que nous sommes comme Québécois et qui tente à démontrer quel est le consensus auquel les immigrants sont invités à s'intégrer, ou est-ce que vous y voyez plutôt une forme de repli sur nous-mêmes? Ben, je pense qu'il y a un peu des deux, dans le sens où, oui, il y a l'objectif premier, la réaction première, c'est celle de définir qui nous sommes. Mais je dis souvent que le Québec, la société québécoise, n'est pas une société majoritaire. C'est une société minoritaire au sein du Canada. Et donc, quand elle fait face à des immigrants qui arrivent, ces immigrants qui peuvent arriver avec une autre vision du monde, d'autres valeurs, et ainsi de suite, eux, ils ont l'appui d'un gouvernement fédéral. Et donc, ce n'est pas des minorités démunies. Ils sont quelquefois dans un rapport de pouvoir.
qui leur est favorable par rapport à certains enjeux. Pas pour tout, pas pour l'emploi, pas pour le quotidien, mais pour la définition justement de qu'est-ce qui est acceptable comme façon commune de voir les choses, qu'est-ce qui est acceptable pour la laïcité. Donc, je pense qu'il y a quelque part un repli, et c'est là la réponse à votre toute première question. C'est aujourd'hui le repli de la société québécoise par crainte, et les craintes sont légitimes. Le repli est beaucoup plus fort, existe alors qu'il n'était pas vraiment... Il y avait un certain repli il y a 50 ans, mais c'était différent. C'était par rapport à d'autres enjeux. Et je pense que ce n'est pas très... C'est contre-productif, ce repli-là. Alors, oui, il y a des craintes légitimes, mais les réponses qu'on trouve avec une laïcité trop rigide ne sont pas productives, à mon sens. Je vous écoute depuis le début de cette émission, comme je vous ai écouté pendant la table ronde, et chaque fois, je suis étonné de la façon posée avec laquelle vous abordez les choses et de la façon dont vous présentez les deux côtés. Or, on vous a parfois, je dirais pas souvent, mais parfois traité de militant, entre guillemets, en y voyant là un aspect plutôt péjoratif. Est-ce que c'était une façon de diminuer la portée de votre message? Oui, évidemment. Quand les gens disent c'est un militant, il y a eu des plaintes qui ont été faites à Radio-Canada disant il faut présenter Rachel Antonis comme un militant et non pas comme un professeur. Et puis l'Ombudsman a donné raison, malheureusement, à certaines de ces plaintes à l'époque, en disant ah oui, il faut le présenter aussi comme un militant, mais l'effet a été un effet de censure très réel. Et je crois qu'il y a une tentative de me faire taire. Et ça, je réponds très simplement qu'il y a une différence que j'aimerais expliquer ici entre être militant et être engagé politiquement. Quand on est militant, on a un objectif. Et cet objectif prend le dessus. Quand on est engagé politiquement, on est aussi un peu militant, mais on associe au militantisme une attitude de réflexivité critique. On est prêt à se remettre en question. Et on est prêt à ajuster le tir. Et on est prêt à reconnaître que des fois, on tourne les coins ronds. Et c'est ça la différence entre un engagement et un militantisme plutôt aveugle. Alors, je ne veux pas avoir l'air de dévaloriser le militantisme. C'est très important C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. On fait bouger les choses en étant militant pour que les choses changent. Mais, à mon sens, et peut-être ça, c'est l'héritage de ma formation mathématique, c'est qu'on doit prendre une certaine distanciation de soi-même, une attitude critique par rapport à soi-même pour pouvoir évoluer. Vous savez, il y a une chose, une différence très grande que j'ai constatée entre les mathématiciens et les sociologues, parce que j'ai été dans les deux milieux. Quand vous êtes mathématicien et vous faites une petite erreur et quelqu'un la trouve, vous êtes content. Vous dites « Ah, merci, je vais pouvoir la corriger et faire une vraie preuve du théorème. » Quand vous êtes sociologue, quelqu'un vous montre une erreur, la tendance est de dire « Mais non, j'ai raison parce que blablabla. Bla, 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 bla. » Alors, c'est cette attitude de remise en question permanente, je crois, que j'ai apprise des mathématiques et de recherche de la rigueur, même si des fois ça contredit certaines des choses que j'aimerais pouvoir dire. Beau mariage entre deux disciplines qui, à l'origine, m'apparaissaient tellement loin l'une de l'autre. Je l'avais d'ailleurs dit en entrée d'émission, mais là, vous faites la preuve clairement. Dans ma tête, elle s'intègre parfaitement, je pense. Je ne suis pas schizophrène et j'ai intégré parfaitement ce que j'ai appris des mathématiques comme posture intellectuelle et ce que j'ai appris de la sociologie comme posture, comme engagement, en sachant aussi que quand on fait de la sociologie, on n'a pas de réponse toujours aussi claire et transparente qu'on l'aurait souhaité. On vit avec un peu d'ambiguïté, d'ambivalence, et c'est inévitable. J'ai vu que vous étiez aussi membre associé du Centre d'études sur les lettres, les arts et les traditions. Vous y êtes encore ou c'est déterminé? Non, c'est une confusion du fait que ce Centre d'études sur les lettres et les traditions ça a pour titre le CEAD, C-E-A-D. Or, j'ai été le fondateur d'un organisme qui s'appelait aussi CEAD, C-E-A-D. C'est le Centre d'études arabes pour le développement. Ah, et qui faisait des activités
à l'intersection de la recherche universitaire et de l'engagement sur les questions arabes. Et il y a eu souvent des confusions à cause du CEAD. Et on s'est rendu compte au bout de quelques années qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'appelait le CEAD. Et voilà. Ça s'appelle le carrefour de l'Internet, là. Parfois, on découvre que plusieurs organismes, effectivement, mais tout ça, c'est arrivé dans les années 60, dans les années 80, pardon. Ouais. C'est entre 83 et 95 que le CEAD a été actif. Le CEAD, Centre d'études arabes pour le développement, et que le CEAD, axé sur les lettres et les arts, existait en même temps. D'accord. Alors, désolé pour cette méprise. On va terminer l'émission en parlant de ce dernier volume que vous avez écrit sur la Palestine, qui est disponible partout. Je le rappelle, pour tous ceux qui veulent comprendre l'histoire jusqu'à aujourd'hui et ouvrir une porte sur demain, bien que vous nous ayez dit lors de la table ronde que vous n'envisagez pas dans un avenir proche une solution de règlement. Est-ce que ça doit encore passer par la solution des deux États ou bien est-ce qu'on doit revenir à cette proposition qui n'a jamais été présentée à l'ONU, bien qu'elle ait circulé, d'un seul État où deux peuples pourraient vivre ensemble? Vous savez, la Palestine est devenue comme une omelette. Impossible de séparer le jaune du blanc maintenant. L'interprétation des économies israéliennes et palestiniennes est telle qu'on peut les séparer, bien sûr, mais ça va faire du mal à tout le monde. Je crois que la solution à deux États est un passage obligé, mais qui devrait être très court, parce que ça ne va pas être tenable. Les Palestiniens ont tellement investi dans l'idée d'avoir un État palestinien, les Israéliens ont tellement investi dans l'idée de sauver Israël, qu'on ne peut pas leur dire « OK, oubliez ça, on va faire un seul État ». On doit commencer par ça et immédiatement mettre en place des programmes, des initiatives pour faire des confédérations d'abord et en arriver éventuellement à une confédération et peut-être plus tard à un seul État vraiment où tous les citoyens sont traités de façon égale, un peu comme en Afrique du Sud. Merci infiniment. Moi, c'est une vision que je n'avais jamais eue et la lecture de votre livre m'a ouvert à ça. Alors, on souhaite le meilleur. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir accueilli. C'est un honneur pour moi.